Bonjour à toutes et à tous, on continue aujourd'hui la série sur la théorie de Galois et je vais enfin vous parler de groupe de Galois. Donc c'est un truc qui est un peu en stand-by depuis un bout de temps. J'ai dit que j'en parlais la dernière fois, je l'ai pas fait par manque de temps, mais là on y arrive enfin. On va pouvoir enfin comprendre ce que c'est que ce truc-là et pourquoi c'est vraiment très utile. Enfin, on verra pourquoi c'est vraiment très utile plutôt dans la prochaine vidéo où je parlerai de la correspondance de Galois. Alors, le setup. Donc on prend L sur K, une extension galoisienne. Ok. Ça, c'est les extensions qui vont nous intéresser à partir de maintenant. Ça va être les extensions galoisiennes. Donc, je rappelle ce que ça veut dire. Ça veut dire fini. Fini, ça veut dire de degré fini. Hein. Et si x est dans L, alors les cas conjugués de x sont dans L. Et les cas conjugués, qu'est-ce que c'est? C'est les racines du polynôme minimal de x sur k. Ok. Alors là, on a vu que l'ensemble des morphismes de L dans C qui fixe K, on a vu que ça, c'était exactement la même chose que les morphismes de L dans L qui fixe K. Et ça tient essentiellement au fait que si vous prenez un morphisme de L dans C qui fixe K, prenez un élément X de L, et phi de X, ça doit être un K conjugué de L. Ça doit être un K conjugué de L parce que K est fixé et donc est fixé par phi, et donc phi de x vérifie les mêmes relations à coefficient dans k que x. Okay, donc en particulier, il est annulé par le polynôme minimal. Et donc phi de x, ça doit être un conjugué de x, un k conjugué de x, et donc le caractère galoisien, ça vous assure qu'il est automatiquement dans L. Okay, donc cette chose-là, c'est ça, le groupe de Galois. Donc on note gal, indice k, non, je vais le noter comme ça. Gal de L sur k, ouais, ce sera mieux. C'est par définition l'ensemble des morphismes de L dans L qui fixe K. Ok? Donc ça, bon, je le définis dans le cadre d'une extension galoisienne. Ok? On pourrait le définir dans un cadre plus général, mais on n'aura pas des aussi bons théorèmes. Ok. Bon, alors la première chose, c'est à quel moment ce truc-là, c'est un groupe. Bon, vous avez vu à la dernière vidéo que si phi de L dans L est un morphisme, alors, il est bijectif. C'est ce qu'on avait montré dans la dernière vidéo. Ok? Donc ça vous assure que vous avez un inverse. Ok? Donc on a bien phi moins 1 qui va aussi de L dans L et qui est aussi un morphisme. Hein. C'est immédiat à vérifier, sachant que c'est bijectif et que le premier est un morphisme. Ok? Donc ce truc-là, il y a bien des inverses. En fait, ça va être un groupe pour la composition. Ok? Donc maintenant, si je prends phi psi de L dans L, alors phi rond psi est aussi un morphisme de L dans L. Okay, je supposais évidemment que phi et psi étaient des morphismes. Okay, donc ça nous donne que la composition munit le groupe de Galois de L sur K d'une structure de groupe, justement. C'est ça qui est intéressant. Ok. Bon, alors le neutre, peut-être rapidement voir qui c'est. Le neutre, c'est l'identité. Hein. L'identité de L dans L. Ok. Alors, pour se donner une idée un peu de tout ça, le mieux, ça va sans doute peut-être te faire quelques exemples. Donc c'est ce qu'on va faire autant que possible dans cette vidéo-là. Et à travers ces exemples, on va voir aussi se dégager un petit peu des théorèmes intéressants. Alors, une chose qu'on a déjà vue, en fait, c'est que le cardinal du groupe de Galois, on le connaît. Le cardinal du groupe de Galois, c'est le degré de L sur K. Et ça vient du théorème qui a été prouvé il y a 2 vidéos, qui dit que le cardinal des morphismes de L dans C qui fixe K, c'est exactement le degré de l'extension L par rapport à K. Ok, donc c'est ça qu'on utilise. Donc déjà, on connaît le cardinal du groupe. Ok. Bon, faisons un petit exemple. Donc on prend notre exemple favori, hein, Q crochet racine de 2, c'est-à-dire les polynômes en racine de 2 à coefficient dans Q, qui est la même chose en fait que les A plus B racine de 2, ou A, B sont dans Q. Ça vient juste du fait que
Racine de 2, c'est un algébrique de degré 2. Ok. Alors, calculons son groupe de Galois. Ok. Donc ça, on va dire que ça c'est L. Et on va dire que K c'est Q. Ok. Et la question c'est qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Ok. Bon, là, si vous êtes un peu malin, vous avez vu que en fait on connaît son cardinal grâce à ça. Et en fait, les groupes de cardinal 2, il n'y en a pas des masses. Alors je précise un petit peu ça. Le cardinal du groupe de Galois de Q crochet racine de 2 sur Q, c'est le degré de l'extension Q crochet racine de 2 sur Q. Ok, mais bon, ça c'est évidemment c'est 2. Hein. Pourquoi c'est 2 Car le polynôme minimal de 2 sur Q et du coup c'est x carré moins 2. Ok. Donc là en fait, ce qu'il y a de caché, c'est que j'écris d'abord que c'est le degré du polynôme minimal de racine de 2 sur Q, et donc ça c'est le degré de x carré moins 2, et ça c'est bien 2. Ok. Donc ce groupe-là, il est de cardinal 2. Ok. On va l'écrire comme ça, plutôt je mets des slash, ce sera plus propre. Ce groupe-là est de cardinal 2. Ok, bon maintenant à partir de là, vous savez à quoi il est isomorphe, hein, il n'y en a pas 36, des groupes de cardinal 2, donc il est isomorphe à z sur 2z. Ok, c'est le seul groupe de cardinal 2. À isomorphisme près évidemment. Bon on peut essayer de trouver un peu qui sont les générateurs dans cette histoire. Vous voyez que si je prends l'identité de Q crochet racine de 2 dans Q crochet racine de 2, c'est le neutre de G. Ok, G, on va dire que c'est ce groupe de Galois là. J'ai pas envie de l'appeler Gal à chaque fois. Ok, mais il y en a il y a un autre élément qui va être le morphisme phi, qui a A plus B racine de 2 associé en fait A moins B racine de 2. Voilà. Essentiellement parce que vous voyez que ce truc là c'est bien un morphisme, et ça vient du fait que moins racine de 2 en fait c'est un Q conjugué de racine de 2, donc on a bien un morphisme comme ça, hein, sinon vous pouvez le vérifier manuellement, hein. Et ça, donc, c'est le deuxième morphisme. Ok, et vous vérifiez bien que phi carré, c'est-à-dire phi rond phi, c'est bien l'identité. Ok, donc finalement, le groupe G ici, ça va être l'identité et phi, avec la seule relation intéressante, c'est phi rond phi égale identité. Ok, donc ça c'est un cas relativement simple. En fait, vous pouvez vous convaincre que si je regarde le groupe de Galois de Q crochet racine de D sur Q, ça ce sera toujours aussi z sur 2z. Alors je vais écrire des égalités, mais à chaque fois c'est des isomorphismes, et ici si D n'est pas un carré, D appartient à N, pas un carré parfait, hein. Sinon si c'est un carré parfait, Q crochet racine de D c'est juste Q et c'est pas très intéressant, auquel cas le groupe de Galois sera trivial évidemment. Ok. Pourquoi les morphismes, c'est d'abord l'identité de Q crochet racine de D dans Q, donc Q crochet racine de D, hein, celui-là est toujours là, ok, et le morphisme qui a A plus B racine de D, avec A et B dans Q, associe A moins B racine de D. Ok. Alors bon, il y a quand même un petit truc que j'ai passé sous silence, peut-être qu'on le vérifie rapidement, c'est cette extension-là. Qu'est-ce qui nous dit qu'elle est bien galoisienne? Parce que là, j'applique des résultats depuis tout à l'heure qu'on a vu sur les groupes de Galois des extensions galoisiennes, mais bon, peut-être vérifier que cette extension-là est galoisienne. Oui, c'est galoisien, car c'est l'extension de décomposition. Je vais préciser ce que ça veut dire juste après. De x carré moins d. Ok, ça veut dire que c'est engendré par les racines de ce polynôme-là, qui est coefficient dans K. Okay, et on a vu, il y a 2 vidéos, que si je prenais un polynôme à coefficient dans K, et que donc ici K c'est Q, hein, que je prenais un polynôme à coefficient dans K, et que je rajoutais toutes ses racines, ok, ça faisait une extension galoisienne. Ça, c'est un truc qu'on a vu il y a dans la dernière vidéo, il me semble. Ok, donc c'est bien galoisien. Okay, donc il n'y a pas de problème. Ok.
Un autre moyen d'attraper des éléments du groupe de Galois, c'est de regarder ce que fait la conjugaison complexe. Alors, je vais préciser un petit peu ça. Si je prends par exemple x carré plus x plus 1, ok, et je regarde son extension de décomposition. L'extension de décomposition de ce polynôme-là, donc c'est sur Q, hein, évidemment, c'est Q crochet les racines de ce truc-là. Les racines de ce truc-là, c'est J et c'est J carré. Okay. Bon, bah ça, vous voyez que c'est Q crochet J, hein, parce que J carré, de toute façon, bah, vous pouvez l'obtenir à partir de J en faisant juste J fois J. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce que ça peut être le groupe de Galois de cette extension-là. Ok. Si je fais ça, quel est son groupe de Galois? En fait, ça va être la même chose. Ça va être aussi Z sur 2Z. Alors évidemment, c'est galoisien hein, parce que c'est l'extension de décomposition dans certains polynômes. Et la réponse, c'est encore une fois Z sur 2Z. Mais cette fois-ci, il y a une autre manière de voir le morphisme, qui est donc, on a à nouveau l'identité qui va de Q crochet J dans Q crochet J. Mais on a aussi la conjugaison complexe, qui a un élément Z, associe Z bar du coup. Okay, et ça, vous voyez qu'en fait, ça envoie 1 plus I racine de 3 sur 2, qui est égal à J. Maintenant, il y a un moins. C'est bien ça. Ça l'envoie sur moins 1 moins I racine de 3 sur 2. Donc en fait, c'est essentiellement la même chose. Hein. Vous voyez que juste là, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train d'envoyer I racine de 3 sur moins I racine de 3. Et ces deux trucs-là, ils sont bien Q conjugués, si vous voulez. I racine de 3 et moins I racine de 3. Donc en fait, c'est exactement la même chose qu'avant, mais vous pouvez voir le morphisme sous une autre forme, sous la forme Z donne Z bar. Alors, on va s'intéresser à un exemple un peu plus compliqué maintenant, qui va être ce polynôme. Donc on va monter d'un degré, on va regarder x cube moins 2. Ok. Son extension de décomposition. On va l'appeler L. Et ça, du coup, c'est Q crochet racine de 3, racine troisième de 2, J fois racine cubique de 2, et J carré fois racine cubique de 2. Alors, je ne l'ai pas dit, hein, mais J ici, depuis tout à l'heure, c'est la racine troisième de l'unité. Ok. Bon, cette extension-là, il n'y a pas une manière un peu plus simple de l'écrire. Bon, si, en fait, si. Vous voyez que ça va être la même chose que ça, en fait. Pourquoi c'est la même chose que ça? D'une part, ça, c'est inclus dans ça, parce que, par exemple, J, c'est le quotient de ça sur ça. Ok. Donc c'est bon, J est bien là-dedans. Et racine cubique de 3, il est bien là-dedans, il est là. Ok. Donc ça, c'est bien inclus dans ça. Et réciproquement, ça, c'est inclus dans ça. Ce truc-là, c'est le produit de J et ça, donc c'est bien inclus dans ça. Et ce truc-là, c'est le produit de J, J et ce truc-là, donc c'est bien inclus là-dedans. Ok. Donc c'est la même extension. Ok. Et donc, si on regarde ça, c'est galoisien. Pourquoi c'est galoisien? Parce que c'est l'extension de décomposition de ce polynôme-là, sur Q. Ok. C'est une extension galoisienne. Et maintenant, quel est son groupe de Galois? On pose G, le groupe de Galois de J, racine cubique de 2, de Q crochet J, racine cubique de 3, racine cubique de 2, excusez-moi, sur Q, ok. Voilà, j'ai mis des parenthèses, mais ça revient exactement même avec des crochets, hein, c'est juste que, de toute façon, c'est des extensions algébriques, hein, donc les polynômes et les fractions rationnelles, vous obtenez exactement la même chose, ok. Maintenant, quel est ce groupe de Galois-là? Bon, là, la première chose à remarquer, c'est que G agit sur les racines de P. Ok. Autrement dit, si X est une racine de P, et phi est dans G, alors phi de X est racine de P. Ok, ça c'est un argument qu'on a déjà fait 15 fois. Vous écrivez juste P de X et vous appliquez phi et vous constatez que le phi rentre à l'intérieur du P et donc vous obtenez bien une racine de P à nouveau. Ok. Donc ça nous donne un morphisme de G dans S3, ok, qui envoie un élément G, donc un automorphisme, on va l'appeler
phi sur phi restreinte aux racines de p. Ok? Vous voyez que si je prends un élément phi, bah, ça induit une permutation des racines de p, parce que vous voyez que si je prends une racine de p, elle est envoyée sur une racine de p, et donc, bon, évidemment tout ça c'est injectif, puisque c'est un morphisme de corps, et donc finalement, à partir d'un élément de G, bah, vous obtenez une permutation des racines de p. Ok? Et c'est une injection, car si phi fixe toutes les racines de p, alors phi égale l'identité. Pourquoi? Bah parce que l'extension est engendrée par les racines de p précisément. Ok? Alors là, ce que j'ai dit là, c'est général. Hein. Ça s'applique pas du tout juste à ce polynôme-là. Là, je le dis en fait de manière générale. Ici, juste, la seule chose qui va changer, c'est ici, en fait, c'est le degré de p qui compte. Ok? Ici, c'est 3, parce que p a 3 racines. En fait, c'est le nombre de racines de p qui compte. Mais donc, dans un cadre où p a plus de racines, on aura une injection dans Sn, où n, c'est le nombre de racines de p. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment, on peut comprendre G uniquement en regardant comment il agit, comment il échange les racines du polynôme p. Okay? Et vous voyez que si vous connaissez l'action de G, enfin, l'action d'un élément de G sur la racine du polynôme p, alors vous connaissez cet élément de G. Puisque essentiellement, cette chose-là, là, c'est une injection. Parce que si vous fixez les racines de p, alors comme l'extension est engendrée par les racines de p, bah, vous fixez tous les éléments de l'extension, donc vous êtes l'identité. Okay? Donc cette chose-là, c'est bien un morphisme injectif. Okay? Donc finalement, G est vu comme un sous-groupe de S3. Okay, on peut le voir de manière naturelle comme un sous-groupe de S3, juste en regardant comment il bouge les racines de ce polynôme-là. Ok, c'est quoi ce sous-groupe de S3 maintenant? Bah, on peut essayer déjà de fabriquer des éléments. Ok, si vous prenez la conjugaison complexe, Z donne Z bar, elle échange cette chose-là et cette chose-là. Ok, et ces deux trucs-là, si vous tracez votre cercle unité, ok, il y en a un qui est là, il y en a un qui est là, et ça échange les deux. Ok, donc ça, et elle fixe la troisième. Ok, donc ça c'est une transposition en fait. On a déjà une transposition. Ok, bon. Donc si on numérote les racines, si j'appelle 1 la racine qui est là, 2 la racine qui est là et 3 la racine qui est là, on n'a que 1, 2 appartient à G. Ok, et donc là, évidemment, j'identifie G à son image dans le groupe symétrique. Hein, dans le groupe symétrique S3. Donc je dis juste que les éléments de G, c'est en gros des permutations des racines. Et en fait, ça c'est possible parce que cette chose-là, c'est bien une injection. Ok, donc vous pouvez voir G comme un sous-groupe du groupe symétrique. Ok, donc là, on a vu que... Alors pardon, c'est pas 1, 2, excusez-moi, c'est 2, 3 qui est dans G. Ok, on a vu qu'on était capable d'échanger 2 et 3 juste avec un morphisme de corps qui est en fait la conjugaison complexe. Ça vous donnera toujours un morphisme de corps dans le cas où votre corps de base c'est Q. En fait, quand votre corps de base est inclus dans R, c'est bon. Vous obtiendrez un morphisme de corps comme ça. Ok, premier morphisme de corps. Deuxième morphisme de corps, bah, vous voyez que on peut déjà envoyer ça comme ça. Pourquoi on peut envoyer ça comme ça? Parce que cette chose-là, ça nous donne un morphisme de Q crochet racine de 3 sur 2 dans Q crochet J racine de 3 sur 2, ok? Ça c'est juste dû au fait que ces deux trucs là sont conjugués, donc sont Q conjugués, donc on peut bien faire ça, et on le prolonge à cette fois-ci L égale toute l'extension par le lemme. Ok? Donc on obtient phi qui envoie racine de 3 sur 2 sur J racine de 3 sur 2. Ok, donc finalement, on a, du point de vue des permutations, on a un truc qui envoie 1 sur 2, et après 2, a priori on ne sait pas trop sur quoi il est envoyé, peu importe. Donc soit 2 il est envoyé sur 3, soit il est envoyé sur 1. Ok, donc on a 1, 2 ou 1, 2, 3 qui est dans G. Ok, et on avait déjà 2, 3 dans G. Ok, bon, si 1, 2, 3 est dans G et si 2, 3 est dans G, c'est terminé. Pourquoi c'est terminé? Parce que là, vous avez G contient un élément d'ordre 2
et un élément d'ordre 3. Donc ça c'est si 1, 2, 3 est dans G. Premier cas. Donc il contient un élément d'ordre 2 et un élément d'ordre 3. Donc par Lagrange, en termes de Lagrange, il vous dit que cardinal de G est divisible par 6, et donc finalement vous savez bien que G c'est tout S3. Ok? Parce qu'on avait vu qu'il se plongeait dans S3 qui est de cardinal 6. Maintenant si 6 divise le cardinal de G, c'est terminé. J'utilise le fait quand même que 2 et 3 sont premiers entre. Ok. Deuxième cas, si 1, 2 est dans G. Bah, cette fois-ci on a 1, 2 et 2, 3 dans G. Donc le produit des deux est dans G. Donc 1, 2 fois 2, 3. Et ça, bah, vous voyez que 3 est envoyé sur 2 qui est envoyé sur 1. Donc ça fait 3, 1. Et ensuite, 1 est envoyé sur 2. Et 2 est envoyé sur 3. Et c'est tout. Donc ça c'est bien dans G. Et vous avez à nouveau un 3 cycles. Donc le même argument vous donne que finalement G égale S3. Et donc finalement, G c'est S3. Alors évidemment là le égal il est un peu rapide. En fait c'est isomorphe. Et on a un isomorphisme qui est donné. Donc ça c'est un isomorphisme donné par l'action sur les racines. J'envoie phi sur phi restreinte aux racines de x cube moins 2. Voilà, donc là vous avez un exemple de groupe de Galois un peu plus compliqué.